Donc, comme je l'ai déjà dit, nous avons déjà pas mal anticipé dans la première table ronde sur la seconde, bien sûr. Et donc, on continue avec la même formule, qui est une série d'interventions courtes, de 5 minutes pour donner quelques idées clés, et ensuite les questions du panel. Et pour commencer, je souhaitais donner la parole à Michel, à Olivier Klein. Voilà, à Olivier Klein. C'était dans le bon ordre. Excusez-moi, ça a changé plusieurs fois, donc j'ai eu de mal. J'y arriverai. Voilà, Olivier Klein, professeur d'économie de finance à HEC, mais aussi directeur général de la BRED. On a dit qu'on avait des économistes impliqués dans des institutions de nature variée, des banques, des ministères, des administrations, des agences. Donc, une banque en l'espèce à nouveau. Voilà, Olivier Klein. Donc sur des institutions inadaptées en Europe, en quelques idées, en 5 minutes. Merci. D'abord, une première remarque sur le fait que la crise de la zone euro, qui éclate en 2010, a une dimension idiosyncratique. La zone euro consolidée, ça ne va pas si mal. C'est quelque chose de spécifique à la zone euro qui fait qu'en 2010 éclate cette crise. Si on fait un tout petit peu, mais très rapidement d'histoire, en fait, l'unification monétaire dans les pays intervient historiquement à partir du moment où il y a des pouvoirs qui se centralisent ou qui se fédèrent quand on a un ensemble d'États. On a donc un État qui se constitue ou des États qui se fédèrent avec un État fédéral. Avec à chaque fois une politique budgétaire ou une politique budgétaire fédérale et des politiques budgétaires, dans ce cas-là, des États autres, un sens de la solidarité et d'une communauté d'intérêt des populations qui y résident, ce qui est fondamental, une dette publique. Et, en congruence, la construction d'une banque centrale qui est prêteuse en dernier ressort. Dans ces conditions, en réalité, les régions ou les États fédérés peuvent ne pas avoir la même structure, et ça c'est fondamental par rapport aux critères de convergence, peuvent ne pas avoir la même structure économique, ni même la même conjoncture, ça a été dit tout à l'heure. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a une politique budgétaire, une politique monétaire. S'il y a des États fédérés, il y a une coordination des politiques budgétaires plus une politique fédérale. Il y a des transferts organisés entre les régions ou les États fédérés, et cela est fait par le budget national ou par le budget fédéral. Il y a une mobilité de la main-d'œuvre qui est facilitée par toutes les règles sociales, chômage, etc., qui sont unifiées. Il y a des règles, enfin, et des supervisions qui sont partagées par tous pour fonder la confiance, parce que la supervision est nécessaire pour légitimer et solidifier la solidarité, et évidemment le sentiment même de la communauté d'intérêt. Dans ces conditions, il y a de très grands avantages à avoir une monnaie unique. D'abord, une référence unique et pas d'instabilité intra-zone due à la variation des cours de change. Dans la même idée, si, par exemple, dans le SME antérieurement, on avait le dollar qui bougeait contre le Deutschmark, ça faisait baisser le franc français contre le Deutschmark, ça provoquait des chocs asymétriques qui n'étaient dus qu'au mouvement du dollar et qui en réalité procuraient des perturbations internes à la zone. Troisième idée, évidemment quand on est monnaie unique, ça ne se passe plus. Troisième idée, on a une seule contrainte extérieure, c'est Patrick Artus qui le disait tout à l'heure, on a une seule contrainte extérieure aux bornes de la zone monétaire, ce qui fait que si on a des déficits de balance courante d'un côté et de l'autre côté des excédents, ça n'a pas beaucoup de problèmes puisqu'on va regarder la contrainte extérieure sur l'ensemble de cette zone en consolidée, ce qui veut dire que certains pays peuvent aller plus vite en croissance que d'autres parce qu'ils ont plus besoin d'aller vite que d'autres, par exemple par la démographie. Donc si les pays ont, par exemple, comme je le disais, une population qui montait plus rapidement que d'autres, on peut très bien justifier ce besoin de croissance supplémentaire et être financé à ce moment-là par les pays qui, eux, vont moins vite et qui vont avoir des excédents. Évidemment, ça a beaucoup d'avantages. Mais si, en revanche, on n'a pas de forte mobilité de la main-d'œuvre, en tout cas, dans des règles fiscales, de réglementation du chômage, de réglementation du travail qui facilitent les choses, si on n'a pas de véritable coordination des politiques économiques, et je rejoins tout à fait ce qui a été dit tout à l'heure, il n'y en a pas. Si pas de transfert organisé
sinon dans le paroxysme de la crise, et à l'arracher, alors évidemment, les modes d'ajustement dans une zone monétaire incomplète, qui n'a pas de dévaluation ou de révaluation possible d'un pays vis-à-vis des autres, qui facilite le fait de s'ajuster, bien procure qu'une seule possibilité qui en résulte, c'est des dévaluations internes, c'est-à-dire au fond faire du moins-disant social, du moins-disant salarial, du moins-disant réglementaire le cas échéant, tout ça en plus avec une dette qui, elle, reste à la même valeur, c'est-à-dire qui ne se dévalue pas, donc avec des effets assez pervers. C'est comme si on dévaluait avec tout l'endettement qui était en monnaie extérieure. En plus, évidemment, si plusieurs pays en même temps doivent s'ajuster par le bas, on a un biais structurel de croissance basse, très basse, et évidemment, cela entraîne des problèmes économiques, sociaux et politiques que l'on voit bien s'exacerber en Europe. Alors ça ne signifie pas, à mon avis, là j'aurais éventuellement un débat avec le chef économiste du Trésor, mais ça ne signifie pas qu'il ne faut pas s'ajuster en faisant des réformes structurelles pour augmenter le potentiel de croissance. Ça ne signifie pas qu'il ne faut pas faire de réformes structurelles, comme le disait Gilbert Sette, je suis tout à fait d'accord, pour augmenter l'efficacité économique, parce que les réformes structurelles ne sont pas assimilables à des réformes d'austérité. Il y a des réformes structurelles qui, au contraire, facilitent la croissance, tout au contraire. Mais ça signifie que si l'on n'a pas une zone monétaire complète, on a un horizon proposé qui est structurellement assez bouché. Comme par ailleurs, les politiques de convergence conjoncturelle, avec des indicateurs de convergence à respecter préalablement, qui ne sont pas inutiles naturellement, et qui sont fondateurs probablement, s'ils sont bien faits, de la possibilité de solidarité entre les différents éléments de la zone. Mais eux, ils n'ont pas marché en tant que seule possibilité d'intégration. Ils ne remplacent pas, contrairement à ce que certains ont pu croire, ils ne peuvent pas remplacer l'incomplétude de la zone monétaire unique. Ce qui fait que la seule croyance dans le fait que les critères de convergence, s'ils avaient été respectés ou s'il était possible de faire entrer des pays qui les avaient respectés à l'époque, ça suffisait pour produire une zone monétaire avec une croissance normale et un mode de fonctionnement normal, a échoué. Je ne vais pas donner toutes les raisons, mais l'une d'entre elles, quelques-unes d'entre elles, c'est tout simplement qu'une politique monétaire unique, si on a un pays qui a plus d'inflation et un autre qui n'en a pas du tout, ça ne donne pas du tout les mêmes taux d'intérêt réels d'un côté et de l'autre, et ça pousse à des divergences de conjoncture. J'ajoute également qu'en réalité, une monnaie unique facilite, favorise une certaine polarisation industrielle qu'a bien mise à jour Michel Aglietta notamment, et on voit bien aussi les polarisations de balance courante jusqu'à la crise, avec, c'est absolument frappant, si vous prenez les pays du Sud d'un côté et les pays du Nord de l'autre, vous avez des excédents de balance courante qui s'accumulent dans les pays du Nord et des déficits qui s'accumulent dans les pays du Sud avec des désindustrialisations. Vous ajoutez à cela des erreurs de marché qui ont cru que tous les taux longs pouvaient converger, alors même que précisément nous ne pouvions pas considérer la contrainte extérieure aux bornes de la zone euro, mais aux bornes en réalité de chaque pays. Vous avez beaucoup d'ingrédients qui ont facilité l'explosion et qui en aucun cas ont permis la régulation interne comme on l'aurait souhaité, tout simplement parce que les critères de convergence ne sont pas suffisants pour remplacer l'incomplétude de la zone. J'ai pratiquement terminé. J'ai terminé pratiquement. On a donc le dilemme suivant. La zone euro, à mon humble avis, la monnaie unique est un bien commun, est un bien collectif précieux, à condition qu'on ait les moyens de régulation qui permettent d'avoir tous les avantages que j'ai cités précédemment. Et donc, la vraie question qui se pose, et je la pose ainsi et j'en terminerai par là, c'est évidemment que la crise a au contraire aggravé la situation, la non-envie d'intégration européenne, comme le disait Mario Monti tout à l'heure. C'est pas seulement vrai dans les pays du Sud, il n'y a qu'à regarder les pays du Nord, qui se méfient encore bien plus des pays du Sud qu'avant. Et donc, on est face à cette interrogation assez forte. Le fédéralisme est probablement impossible aujourd'hui, et ça serait une condition utile pour faire une zone monétaire qui aurait du sens, et mettre fin à l'euro est très certainement très peu souhaitable, parce que c'est un bien collectif sous réserve d'avoir le bon mode d'organisation. Et donc, mon idée, c'est qu'il doit exister. J'y ai pensé, mais Michel Aglietta va beaucoup développer et a plus pensé que moi largement le sujet. Il y a sans doute des arrangements institutionnels pour construire une architecture favorable, sans affronter trop frontalement la question du fédéralisme. Et beaucoup d'éléments sont déjà apparus dans la crise
parce que la crise a fait naître des éléments de solution. Je cite très rapidement et pour finir, la BCE qui est capable aujourd'hui d'acheter de la dette publique, y compris publique, pas seulement publique, le mécanisme européen de stabilité, le traité sur la stabilité, la coordination et la surveillance, l'Union bancaire européenne. Mais à mon avis, chacun est insuffisant, chacun est incomplet, et la structure globale, l'architecture d'ensemble que ça donne, est elle-même tout à fait insuffisante. Ce qui fait qu'il faut vite procéder à d'autres possibilités d'avancer, tout en évitant l'écueil du fédéralisme et en protégeant l'euro. Merci. Parfait, vous avez fait la course de relais très bien, puisque le décor étant posé, Michel Alietta, comment aller plus loin? Michel Alietta du CEPI, comment aller plus loin? Pas seulement du CEPI. Pas seulement du CEPI. Oui, mais je n'énumère pas les casquettes, parce que sinon il faut plusieurs colonnes Trajan, comme je disais. Donc l'euro est une monnaie incomplète, c'est ça que vous avez dû retenir à juste titre de ce qui vient d'être dit. Elle est incomplète parce que c'est une monnaie qui nous est commune en tant que citoyens. Quand nous l'avons en poche, nous pouvons aller n'importe où dans l'ensemble de la zone euro. Pas de coût de transaction, on est tout de suite à plein pied avec les prix, les dépenses, donc c'est très favorable. Mais elle est étrangère aux États, complètement étrangère aux États, parce que la monnaie n'est pas une chose, n'est pas une marchandise. La monnaie, c'est l'institution fondamentale, une des institutions fondamentales du lien social. Et en conséquence, la monnaie dépend d'un mot qu'on n'a encore pas cité actuellement, qui est la souveraineté. Le fait que vous ayez une monnaie qui a commune à une zone qui n'a pas de souveraineté commune crée incomplétude et par conséquent crée un dilemme. Donc ça fait cette gouvernance qui vient d'être indiquée, qui est une gouvernance extrêmement inefficace de la zone euro, parce que l'ensemble des gouvernements qui font le pôle politique du pôle monétaire n'ont pas d'intérêt commun, ne peuvent pas produire d'intérêt européen. Un ensemble de pays qui sont en relation de confrontation les uns avec les autres ont forcément des intérêts nationaux définis par rapport aux autres. Et dans quel cas l'euro, les pays de la zone euro qui sont le Conseil, n'est-ce pas, qui est véritablement le cœur politique, c'est lui qui prend les décisions essentielles. Et dans quel cas il fait des compromis au bord de l'abîme, uniquement lorsque nous sommes près de l'éclatement, et où il fait avancer effectivement un certain nombre de compromis chaotiques, d'ailleurs souvent soumis à interprétation contradictoire quelque peu après. Pourquoi est-ce que le fédéralisme est impossible? Après tout, on pourrait dire, voilà l'alternative. C'est quand même le first best, comme diraient les économistes. Eh bien, à cause de la souveraineté. La souveraineté en Allemagne et la souveraineté en France sont incompatibles. La souveraineté en Allemagne, comme on l'a dit, vient d'un ordre moral, essentiellement. La souveraineté en Allemagne, c'est l'ordolibéralisme. C'est le suffrage universel en Allemagne découle du droit. La loi fondamentale est au-dessus du pouvoir institutionnel du Bundestag. Et la monnaie est donc constitutive d'un ordre social qui transcende le politique pour l'Allemagne. Au contraire, en France, nous sommes avec une souveraineté qui procède du principe républicain. Et le principe républicain dit que le suffrage universel institue le droit. Elle dit par conséquent que le garant de l'appartenance sociale, le garant de la citoyenneté, ce n'est pas la loi en soi, la loi est en dessous, c'est l'État, essentiellement, par l'intermédiaire du pouvoir instituant du Parlement. Ces deux conceptions ne vont pas ensemble. Et la souveraineté n'est pas un objet de marchandage, ce n'est pas quelque chose sur lequel on peut définir une position moyenne. Il y a une conception de la souveraineté où il y en a une autre. Donc il est très peu probable que le fédéralisme puisse exister en Europe. Ça supposerait des changements de mentalité très profonds à l'intérieur des sociétés, extrêmement profonds. En revanche, ce que nous dit Habermas, c'est qu'il faut viser une fédération d'États. Une fédération d'États, ce n'est pas un État fédéral, ce sont des États souverains qui sont liés par un ensemble de médiations de niveau supérieur, de niveau européen. Et la question je ne vais pas parler de l'ensemble de ça, bien sûr, mais par rapport au problème crucial de la coordination macroéconomique et budgétaire, qui est le principal échec de la zone euro, quelle est la possibilité de cette troisième voie? Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller vers cette troisième voie?
Le type de gouvernance que nous avons ne prend pas en compte les interdépendances que les pays s'infligent les uns les autres lorsqu'elles ne sont pas internalisées par une vision globale, en effet, de la politique macroéconomique. Interdépendances qui sont ce qu'on appelle des externalités, parce que nous n'avons pas le change comme variable de prix qui permettrait de les dépasser. En conséquence, il faut les internaliser. Et quelles sont les institutions qui me paraissent essentielles? Nous avons fait des progrès, en effet, en 2012, avec le traité d'union budgétaire. Ces progrès sont l'institution des semestres européens, qui implique un dialogue entre les gouvernements et un niveau européen. Bon. Nous avons aussi introduit l'idée d'un plan de programmation à moyen terme, c'est-à-dire que les États sont conduits à ne pas se préoccuper uniquement de la loi de finances qui arrive, mais d'une trajectoire de consolidation des dettes publiques. Bon, c'est très favorable. Et pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas parce qu'on n'a pas les institutions médiatrices qui permettraient de mettre en musique ces semestres européens. Les dialogues... Moi, je suis membre du Haut Conseil des finances publiques français, donc je sais très bien comment ça se passe. On a en effet construit ces institutions indépendantes d'évaluation qui devraient donner confiance au gouvernement, puisque vous avez une évaluation indépendante par des experts qui n'ont aucune relation avec les gouvernements, qui sont des experts indépendants. Donc, a priori, ces évaluations devraient servir pour une politique qui prenne en compte les contingences de la situation et qui introduise plus de flexibilité, en effet, dans le cadre de la stabilité. Or, qu'est-ce qui se passe? Nous ne dialoguons pas les uns avec les autres. Les semestres européens, c'est des silos. Chaque pays avec une institution qui est une institution non démocratique, qui est la Commission européenne, qui elle-même dépend des États. La Commission européenne, c'est une émanation des États. Ce n'est pas une émanation, si vous voulez, d'une souveraineté démocratique de l'Europe. Donc ça ne sert pratiquement à rien, c'est-à-dire qu'aucune interdépendance n'est prise en compte dans le cadre du semestre européen tel qu'il est conçu aujourd'hui. D'autre part, le tissu de règles arbitraires, indépendantes de la situation économique est toujours là. Par exemple, pour la France, c'est très clair. En 2012, nous avons fait un programme de stabilité à moyen terme à partir d'une croissance potentielle. C'est comme ça qu'on le fait pour avoir le solde structurel qu'on peut avoir et puis celui qu'on aura dans 5 ans. Cette croissance potentielle prévue entre 2012 et 2017 a été totalement inversée par la récession, elle-même procurée par l'austérité généralisée des pays européens. Donc c'est les gouvernements qui sont tirés évidemment une balle dans le pied dans cette situation. Donc c'est pas ça qu'il faut faire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il me semble qu'un des aspects qui est resté complètement lettre morte alors, mais qui était aussi une caractéristique du traité, c'est une surveillance multilatérale macroéconomique. Cette surveillance multilatérale macroéconomique devait définir la situation de la zone euro conjoncturelle par rapport au reste du monde et devait analyser les asymétries, les interdépendances négatives qui existent en Europe. Et comme Patrick Artus l'a rappelé, l'excédent allemand est totalement extravagant. C'est-à-dire un excédent allemand de ce type, dans une situation où on demande à la plupart des pays des ajustements par rapport à leur déficit, eh bien, ils mangent la totalité de ce qui est possible. C'est-à-dire que l'exportation des autres ne peut pas exister. En effet, supposer que toute l'Europe ait un excédent de 7%, disons, sans même aller à 10%, le monde ne l'accepterait pas, bien entendu. Ce qui veut dire qu'on crée une situation où les externalités liées à nos interdépendances ne sont absolument pas maîtrisées. Il est clair qu'il faut mettre une limite aux excédents. Ce qui est prévu en filigrane d'ailleurs par cette idée de surveillance multilatérale. Si la surveillance multilatérale est quelque chose de totalement vide, ne sert totalement à rien, n'a pas d'effet sur la coordination des politiques budgétaires, c'est comme si elle n'existait pas. Et actuellement, elle n'existe pas. Donc la première chose, c'est ça. Il me semble que le point de départ du semestre européen devrait être un débat d'économie globale concernant la trajectoire macroéconomique de la zone euro et la nature de la convergence à l'intérieur,
la nature des écarts d'hétérogénéité qui existent à l'intérieur, et qu'elle devrait se faire sous l'égide du Parlement européen, de façon à ce qu'il y ait une instance démocratique qui soit capable de donner une légitimité à cet examen commun. Au moins, on ferait quelque chose d'interdépendant. Ça, c'est la première chose. Et la recommandation pour un ajustement devrait être une recommandation qui est prise en compte par le Conseil ensuite. Premier élément, donc partir d'une gouvernance politique globale, d'un débat global. Deuxièmement, il est clair que dès lors que l'on veut faire de l'investissement, dès lors que l'on a, si vous voulez, un programme dit Juncker qui devrait venir et qui est proprement européen, et dès lors qu'on a des investissements qui sont validés par le nouveau fonds stratégique qui est logé à l'intérieur de la BEI, il est clair que la clause d'investissement doit s'appliquer à tous les pays. Il est absolument absurde de dire que la clause d'investissement ne s'applique qu'aux pays qui ont atteint 3% de déficit. Ce qui veut dire qu'on mélange l'ancienne règle arbitraire de 3% avec une politique d'investissement commune en Europe. Évidemment, cette absurdité devrait disparaître et la clause d'investissement devrait, pour des projets qui sont validés par l'Europe, la clause d'investissement devrait s'appliquer à tous les pays, quel que soit par ailleurs le déficit qu'ils ont. Puisqu'on a choisi alors sinon, ça veut dire qu'on n'est pas capable de choisir des investissements porteurs de productivité. Mais c'est quand même ça que veut faire le plan Juncker. C'est pas n'importe quoi. Et en conséquence, ils doivent évidemment être hors des règles Maastricht. Troisième élément, le troisième élément, c'est ce que j'ai déjà indiqué dans mon dernier livre sur l'Europe de l'automne dernier. Il faut que ces hauts conseils, pour être vraiment efficaces, soient mis ensemble. Qu'ils soient mis en réseau, qu'ils puissent se parler les uns les autres, qu'ils puissent confronter leurs évaluations dans ce qu'on appellera un institut budgétaire européen, comme on avait fait un institut monétaire européen comme institution transitoire avant d'aller vers la Banque centrale européenne et vers l'euro. Donc cet institut budgétaire européen, c'est-à-dire le réseau des banques centrales, le réseau des hauts conseils, fera un rapport commun à la fois sur ce que doit être la trajectoire budgétaire de la zone euro dans son ensemble et puis sur la vision relative des différents pays, lequel évidemment devra être examiné par les parlements, en sorte que là encore on a cette légitimité démocratique et que c'est des recommandations de Parlement européen d'un côté, les parlements nationaux de l'autre, qui soient des recommandations impératives pour le Conseil des chefs d'État qui doivent prendre les décisions finales d'arbitrage. Voilà ce qui me semble essentiel. Donc ça c'est en effet des institutions qui sont celles d'une fédération d'États dans le domaine budgétaire et qui permettent de dépasser les apories que nous avons aujourd'hui sur la gouvernance macroéconomique et budgétaire. Merci Michel. Sur la question effectivement, de la mobilité de la main-d'œuvre, vous avez un peu évoqué la chose, mais aussi du coup de l'interculturalité possible de la culture européenne. Olivier Klein, vous avez été questionné. Oui. Un tout petit point sur la mobilité de la main-d'œuvre. Bien sûr, c'est un handicap naturel de l'Europe par rapport aux États-Unis. On ne va pas pouvoir le remplacer comme cela. Ou alors tout le monde parle anglais, ce qui n'est peut-être pas non plus la meilleure des choses à envisager pour favoriser l'amour de l'Europe. Donc, c'est un handicap naturel. On peut quand même faciliter la mobilité de la main-d'œuvre en dehors des grands moments de crise où les gens vont voir, par une petite harmonisation quand même sociale, des régulations du travail, et puis sans doute par l'indemnisation du chômage aussi. Parce que si vous êtes chômeur dans un pays que vous quittez et que vous perdez vos droits à l'indemnisation, il y a quelque chose qui se passe qui ne facilite pas forcément la mobilisation. Bon, la mobilité, pardon. Deuxième petit point très rapide pour Pervenche Berès. Je pense qu'on s'était bien compris, mais quand on a pensé à institution, ce n'est pas institution juridique, bien sûr. On parlait d'institutions plutôt économiques, aussi juridiques, mais institutions économiques au sens de la théorie économique, donc de l'ensemble des règles, écrites ou non, qui font que des modes de régulation globale. Et donc, évidemment, on intègre les juridiques, mais pas que, et c'est pour ça que toutes les discussions sur les institutions allaient bien quand vous le souhaitiez, au-delà des seules règles juridiques, je crois.
Le troisième point, je vais revenir sur la question sur la communauté de destin. Et faut-il opposer ou faut-il penser que l'Europe, ça peut être que de l'économie pure et pas une communauté de destin et une vision culturelle partagée, comme ça a été déjà un peu traité. Je voulais simplement dire, bien sûr, je pense qu'on est beaucoup probablement dans cette salle à penser qu'il y a une communauté de destin européenne, il suffit d'avoir fait de l'histoire, et qu'il y a sans doute beaucoup de visions culturelles partagées. Cependant, il y a des faits nationaux qui sont irréductibles, qui sont forts et qui font que ça n'est pas la même chose que de partager la chose au sein de la nation. Et donc on vient aussi à la problème de la souveraineté, naturellement, que décrivait Michel Aglietta. Et on ne peut pas penser, même si c'est fondamental, de le faire, qu'une politique de communication très insuffisante, il faut bien le dire, et de courage aussi des politiques, et un meilleur courage des politiques, mais aussi sans doute des politiques de renforcement de la fabrication d'une culture commune, comme celle qui était décrite tout à l'heure, seraient suffisantes. Elles sont indispensables, mais elles ne sont sûrement pas suffisantes. Et alors, est-ce qu'une communauté économique pure, avec des seules règles pour fonctionnement, peut fonctionner? C'est justement ce qu'on décrivait tout à l'heure. Ça ne peut pas fonctionner, on l'a bien vu. Parce que la zone euro, dans le côté systémique ou systématique que vous disiez tout à l'heure, a une incomplétude qui, in fine, est fondée ou revient à une cause qui est due au fait qu'il manque cette vision, cette communauté d'intérêts vraiment partagée. Et alors, mon idée, c'est beaucoup mieux développé dans le livre de Michel Aglietta, c'est de dire il faut refonder d'abord la confiance, parce qu'il n'y a pas de communauté d'intérêt ni de solidarité entre les gens s'il n'y a pas une confiance minimale entre eux sur le fait qu'il y en a qui ne vont pas tricher tout le temps. Cette confiance est essentielle. Elle justifie la supervision. Il n'y a d'ailleurs pas de construction sans supervision, sinon on ne peut pas être solidaire à l'infini sans capacité de vérifier que les gens font leur devoir. Et pour éviter ce qu'on appelle en économie les free riders, tout simplement. Donc, en réalité, chaque pays doit faire son travail de maison, son homework. Et c'est pour ça qu'il faut quand même des règles budgétaires. Simplement, les règles budgétaires doivent être intelligentes, doivent être adaptées à chacun. L'idée d'avoir un budget regardé dans son déficit ou son excédent structurel est nettement mieux, évidemment, que de le regarder. Il faut le regarder au travers des cycles et non pas à chaque moment du cycle de la même manière. Je vais aller vite. Moi, il me semble aussi que chaque pays doit faire ses politiques structurelles, non pas pour abaisser son niveau de vie, mais ses politiques structurelles pour améliorer l'efficacité de son économie. Et il y a des choses qui ne sont pas faites et qui ne donnent pas confiance tant que ce n'est pas fait. Et puis, simplement, si ces travaux de maison sont bien faits, à ce moment-là, et si on arrive à créer une confiance entre les uns et les autres, ce qui n'est pas facile, il faut alors déclencher plusieurs choses. Une coordination des politiques budgétaires, parce qu'on ne peut pas s'en sortir chacun de son côté, ça a été très bien décrit, je ne reviens surtout pas. Deuxièmement, me semble-t-il, il faut avoir des politiques industrielles au niveau européen pour, au niveau des grandes régions européennes, développer des sortes de pôles de compétitivité pour ne pas créer des déserts. Parce que sinon, il y aura des politiques de transfert permanentes vis-à-vis de ces déserts que la zone euro aggravera si jamais on ne la récupère pas, on ne la compense pas par des politiques industrielles. Modernes, pas des politiques industrielles à avant, mais des politiques qui incitent et qui permettent. Et puis troisièmement, et j'en finis là, rassurez-vous, c'est évidemment qu'après, au mieux, on a des politiques de transfert. Mais au moins bien, je trouve, il faut arriver à avoir des phénomènes, des modes d'organisation qui sont structurés, qui permettraient de financer les déficits courants par les excédents courants des autres. Et cela, on peut le laisser faire par le marché, mais si le marché ne fait plus, il faut avoir des modes d'organisation qui permettent de le faire. Et là, c'est un sujet évidemment crucial, puisque au fond du fond, les problèmes et la crise de la zone euro a été un énorme problème de balance courante, de déficit de balance courant et de dette extérieure des différents pays qui ont subi cela. Et on peut donc l'organiser.